Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Grüezi à tous, aujourd'hui depuis Zurich, en Suisse. Pendant que Pierre alimente ses petites cellules grises, moi, en guise d'échauffement pour l'émission d'aujourd'hui, je fais un peu d'entraînement cérébral. Oui, garder son cerveau en forme, ça ne peut pas faire de mal. Le sujet du jour se passe donc là-haut, dans notre tête. Je veux bien sûr parler de l'intelligence. Tout le monde a envie d'être intelligent, certains le sont d'ailleurs. Mais la question est avant tout de savoir si l'intelligence est liée à la génétique ou bien si on peut agir dessus. Dans notre société pourtant éclairée, la question de l'intelligence reste porteuse de nombreux préjugés et entretient aussi bon nombre de complexes. Bref, c'est un sujet hautement sensible. John Amoateng Kantara est titulaire du baccalauréat et d'un diplôme d'études supérieures. Pourtant, enfant, beaucoup le pensaient incapable d'aller à l'université. Il est le fils d'un Ghanéen et d'une Allemande. Durant son enfance, on le traitait souvent de mulâtre. À l'époque, les Noirs étaient considérés comme sots, émotionnellement instables, mais très doués pour la musique. Aujourd'hui, John est journaliste. Pourtant, les clichés de son enfance continuent à le hanter. Il a donc décidé de se lancer dans des recherches pour connaître le point de vue de la société et de la science. L'intelligence demeure en effet sujet à débat, comme le montre l'ancien homme politique allemand Thilo Sarrazin, auteur de théories pour le moins controversées. Selon 98% des tests scientifiques, l'intelligence mesurée dépend de 50 à 80% de l'hérédité. Personnellement, je tendrais plutôt vers 80%. Et lorsque les groupes d'intelligence différentes présentent des taux de natalité différents, cela finit par avoir un impact sur l'intelligence moyenne de la population. Sommes-nous réellement confinés dans un ghetto génétique dont il est impossible de s'extraire? Cette question a toujours intrigué la science. À ses débuts, la recherche sur l'intelligence a servi à comparer les populations d'origines différentes et à émettre des jugements de valeur. Au XIXe siècle, Francis Galton publie un ouvrage intitulé « Le génie héréditaire ». Il y divise l'humanité en races ayant plus ou moins de valeur. En inventant l'eugénisme, un principe qui vise à améliorer le patrimoine génétique d'une société, Galton pose la première pierre de l'idéologie raciale des nazis. Selon leur vision naïve de l'hérédité, l'intelligence de deux personnes s'additionne pour créer un être d'une intelligence supérieure. De même, deux personnes bêtes ne peuvent qu'engendrer des enfants encore plus bêtes. Selon les nazis, les Noirs, affligés d'un patrimoine génétique qu'ils estimaient inférieur, étaient moins intelligents que les Blancs. Diethard Tautz dirige l'Institut Max Planck de biologie de l'évolution à Pleune. Il explique à John Kantara pourquoi, scientifiquement, il est impossible de différencier les ethnies selon leur intelligence. L'être humain fait partie des espèces les plus homogènes que nous puissions trouver sur Terre. En réalité, au sein de notre espèce, il n'existe aucune race au sens biologique du terme. Il s'agit davantage d'une répartition culturelle que d'une répartition basée sur la génétique. Les qualités s'héritant indépendamment les unes des autres, il est parfaitement impossible de prouver l'existence d'un lien entre l'intelligence et la couleur de la peau. La science sait aujourd'hui que certaines caractéristiques, telles que la taille, le poids et la pigmentation, sont définies par une multitude de gènes. Il en va de même pour l'intelligence. L'intelligence est conditionnée par de nombreux gènes, cela ne fait aucun doute. Elle possède bel et bien une composante génétique. Dans notre jargon, on parle de caractéristiques polygènes. Les règles héréditaires de ces caractéristiques polygènes font l'objet de recherches actives de notre part. Pour l'instant, nous sommes loin de les avoir totalement comprises. John Kantara avait vu juste. La théorie selon laquelle les Noirs seraient moins intelligents est infondée. Les discours de son enfance peuvent donc être relégués au placard. Seul regret, toutefois, que certains experts autodéclarés n'aient pas l'intelligence de l'admettre. Tant mieux si la science fait tomber les préjugés. Jadis, on croyait aussi que les hommes étaient plus intelligents que les femmes parce que leur cerveau est plus gros.
Tu sais qu'il y a un cerveau encore plus gros, le cachalot. C'est vrai? Et toi, tu as déjà fait un test d'intelligence? Jusqu'à présent, je n'en ai jamais ressenti le besoin. Et toi? Moi non plus. Du coup, ça va être une grande première, puisque nous allons justement faire quelques-uns de ces tests ici, dans l'une des institutions de recherche sur l'intelligence les plus renommées d'Europe. Il s'agit de l'Institut de sciences comportementales de l'École polytechnique de Zurich. Mais d'abord, voyons un peu ce qu'on comprend par intelligence. Chez l'être humain, la diversité est à l'honneur et l'intelligence n'est pas forcément répartie de manière égale. Mais qu'est-ce que l'intelligence exactement? Une question à laquelle chaque société offre une réponse différente. Un Boshiman du Kalahari possède une forme d'intelligence différente, car il s'est adapté à un environnement très différent de celui d'un homme d'affaires dans un bureau, par exemple. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure cette adaptation est culturelle et dans quelle mesure elle est génétique. Mais on peut supposer que dans un même environnement culturel, leur potentiel serait parfaitement identique. Dans l'histoire de l'humanité, notre conception moderne de l'intelligence n'a longtemps eu aucun sens. Ce que nous, les psychologues cognitifs, appelons aujourd'hui intelligence, n'est pertinent que depuis quelques milliers d'années. Et c'est un terme qui n'est réellement devenu important que depuis quelques siècles. À l'époque où l'écriture n'existait pas et qu'il n'y avait aucun symbole pour les chiffres, donc pas de mathématiques, l'intelligence ne jouait aucun rôle. Elle ne pouvait tout simplement pas se développer. Mais dans une société moderne qui fait la part belle au savoir et à l'information, où il faut comprendre les sciences naturelles et appréhender les lois de la nature à un niveau symbolique, le critère de l'intelligence joue un rôle majeur. Difficile toutefois de mesurer ce qui fait l'intelligence. Les psychologues ne peuvent cerner que certains pans de la capacité humaine de réflexion. Par exemple, le raisonnement logique et numérique, la représentation spatiale et le vocabulaire. C'est pourquoi ils doivent se contenter d'approximations. On ne peut pas donner de définition précise de l'intelligence, mais la capacité de déduction en est assurément le point central. Je reçois des informations et celles-ci me permettent d'en déduire quelque chose. L'être humain est le seul à pouvoir manier les symboles, comprendre qu'une chose en désigne une autre et pousser plus loin son raisonnement. À l'échelle planétaire, la déduction, le raisonnement spatial et un vocabulaire riche sont synonymes d'intelligence. Pour beaucoup, ces capacités sont garantes d'une vie réussie. Mais certains psychologues estiment que l'intelligence, c'est bien plus qu'un QI. Nous savons que l'intelligence pratique correspond à la capacité d'agir de manière adaptée à certaines situations et qu'elle est très peu liée au quotient intellectuel. Il en va de même pour la créativité, à savoir l'aptitude à développer de nouvelles idées, qui n'a que très peu de corrélation avec le QI. Et pourtant, faire preuve d'intelligence pratique et de créativité laisse augurer d'une scolarité, puis d'une carrière professionnelle réussie. Et ce n'est pas tout. Pour apprendre avec succès, il faut aussi de la motivation. Certains l'ont, mais chez d'autres, elle ne s'éveillera peut-être jamais. Et malheureusement, il s'agit d'une donnée impossible à mesurer. Difficile donc de définir l'intelligence. Et pourtant, depuis maintenant plus d'un siècle, on s'efforce de la quantifier grâce au fameux test de quotient intellectuel. Et qui a inventé ces tests? Les Suisses, bien sûr. Eh non, il s'agit d'un Français, Alfred Binet. Mais évidemment, on peut également en faire ici, à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Allons voir ce qu'il en est. Nous sommes les cobayes du jour, Dörte. Bonjour, je suis Peter. Bonjour. C'est avec ça qu'on va se ridiculiser, c'est ça? Absolument. On va commencer par le test de langage. D'accord. Maintenant, c'est au tour de Pierre. J'ai prévu de vous faire passer un test de géométrie. C'est parti. Avec ça, vous pouvez vérifier les réponses fausses. Vous avez marqué 39 points sur 51. Ça vous a plu, j'espère? Oui. Pas mal, oui. Bah oui, enfin.
Bonjour Madame Stern. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a vu dans notre reportage et on vous retrouve maintenant en chair et en os. Vous êtes spécialiste de l'apprentissage ici à l'École Polytechnique de Zurich. Pierre et moi venons de passer chacun un petit test. Que disent les résultats sur nous? Est-ce qu'on peut continuer à animer notre magazine de la connaissance? Vous n'avez fait qu'une partie du test. Il faut savoir qu'un diagnostic d'intelligence prend beaucoup de temps. Je me garderai donc bien d'en tirer des conclusions définitives. Je peux seulement vous dire une chose, c'est que vous êtes au-dessus de la moyenne. Et si on fait le test en entier, sur 2 jours, que nous dit le chiffre qu'on obtient? Le QI donc. Le QI en dit long sur la flexibilité intellectuelle, sur la performance intellectuelle, la capacité de déduction et la rapidité de traitement des informations. Ce sont autant de qualités qui sont nécessaires pour s'adapter à des contenus complexes, en particulier dans un contexte universitaire. Le QI est aussi une valeur relative qui renseigne sur ses performances par rapport à celles des autres. Quand on a un QI de 100, on est dans la moyenne. Quand on a un QI de 130, on fait partie des 2% supérieurs. Indépendamment du résultat, des chercheurs tentent de savoir si le QI est établi dès la naissance ou si différents facteurs peuvent l'influencer. Et pour cela, ils ont mis au point une expérience particulièrement hors du commun. La Roumanie, fin des années 80. Après la chute de Ceausescu, de nombreux foyers pour enfants ouvrent leurs portes. La vision est terrible. Des milliers d'enfants y sont restés livrés à eux-mêmes, abandonnés, sans aucun contact humain et isolés du reste du monde. Mais quelles conséquences peut avoir ce type d'abandon sur des enfants? Cette question intéresse les scientifiques du monde entier, d'autant que jusqu'alors, toutes les études s'étaient heurtées à des considérations éthiques. Boston, Massachusetts. Des scientifiques ont décidé de venir en aide aux Roumains et d'utiliser cette situation unique à des fins de recherche. Au Boston Children's Hospital, des pédopsychiatres se penchent depuis des décennies sur les problèmes de développement au cours de la petite enfance. Ici, les scientifiques développent de nouvelles méthodes pour percer à jour l'apprentissage et la compréhension. Sous la houlette d'un comité d'éthique, Charles Nelson a conduit une expérience unique en son genre, le Bucharest Early Intervention Project. Ce projet a 2 objectifs. Le premier est de déterminer ce qui est arrivé aux enfants qui ont grandi dans ces orphelinats. Et le second est d'observer ce qui se passe lorsque nous retirons les enfants de ces institutions assez tôt pour les placer dans de bonnes familles d'accueil. Bucarest. Une partie des orphelins a été placée dans des familles d'accueil. Les autres ont dû rester. Au début de l'expérience, il n'y avait pas suffisamment de familles pour recevoir les 150 000 orphelins des foyers roumains. 136 enfants âgés de 6 à 31 mois ont été sélectionnés pour l'étude. Les plus âgés ont aujourd'hui 15 ans. Leurs familles d'accueil ont fait l'objet d'un suivi étroit. Il s'agit avant tout de comprendre quel impact l'abandon a eu sur l'intelligence des orphelins au cours de la petite enfance. Plus l'enfant est négligé de bonne heure et pendant longtemps, plus les atteintes portées au cerveau et donc à l'intelligence sont importantes. Ces effets ont pu être confirmés par l'étude de 2 groupes différents. Du fait de manque de prise en charge et de l'absence d'affection, les enfants restés à l'orphelinat ont été très peu stimulés. À l'inverse, les enfants des familles d'accueil ont pu se construire une stabilité émotionnelle beaucoup plus importante. En mesurant les ondes cérébrales chez les enfants restés en orphelinat, les chercheurs ont observé une activité électrique particulièrement faible, correspondant à un quotient intellectuel d'à peine 70. Les enfants placés en famille d'accueil, eux, avaient un QI nettement plus élevé, situé entre 80 et 90. Toutefois, l'abandon précoce d'un jeune enfant ne peut jamais être totalement compensé.
Notre étude a pu démontrer l'importance de l'expérience et de l'environnement sur le développement du cerveau, des structures neuronales et donc de l'intelligence. Même les enfants dont la vie a commencé de manière tragique au sein de ces orphelinats affichent de nets progrès lorsqu'ils sont placés dans une famille. Et cela ne vaut pas seulement pour des situations aussi extrêmes qu'en Roumanie. Nous voici à présent à Détroit, dans le Michigan. Les ghettos américains permettent aussi d'étudier l'impact de l'abandon social sur le développement de l'intelligence. Les psychologues sociaux ont rendu visite à des centaines de familles pour les observer et leur poser des questions. Ils ont pu constater des différences majeures. Par exemple, un enfant de 3 ans issu d'une famille de classe moyenne reçoit 6 compliments contre 1 réprimande. Dans une famille ouvrière, la proportion chute à 2 compliments pour 1 réprimande. Dans une famille noire de milieu défavorisé, le rapport s'inverse. 2 réprimandes pour 1 compliment. Dans la classe moyenne, la génétique influe très fortement sur le QI. Comme l'environnement est très homogène, la seule chose qui peut faire la différence, ce sont les gènes. Tout en bas de l'échelle sociale, dans les milieux défavorisés d'Amérique ou d'Europe, la contribution de la génétique sur le quotient intellectuel est insignifiante. Elle est quasi inexistante. Pourquoi? Dans les classes inférieures, on va trouver une variété de conditions qui peuvent aller de celles des classes moyennes supérieures jusqu'au chaos le plus destructeur qui soit. Et lorsqu'on est en présence de variations aussi importantes, c'est l'environnement qui joue le rôle principal. Les gènes ne comptent pour ainsi dire pas. Le comportement d'apprentissage est-il inné ou bien est-il essentiellement influencé par les différences culturelles et sociales? Les récents résultats de la recherche sur l'intelligence pointent tous vers un même constat. Le développement de notre potentiel intellectuel est aussi conditionné par notre environnement. Nous venons de voir que nous avons tous un potentiel intellectuel et que celui-ci est fortement influencé par ce qui nous entoure. Qu'en pensez-vous? La plupart des gens ont la capacité d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Mais pour cela, ils ont évidemment besoin d'un certain soutien. Autrement, personne n'apprendrait jamais rien. Avec l'intelligence, c'est la même chose. L'intelligence qui est ancrée dans les gènes ne peut se développer que dans un environnement suffisamment stimulant. Est-ce qu'après coup, il est possible de compenser la négligence dont ont souffert les enfants de notre reportage? Avant l'âge de 2 ans, il est encore possible de compenser beaucoup de choses. Si les enfants qui jusque-là n'ont pas reçu une stimulation suffisante peuvent par la suite grandir dans de bonnes conditions, un rattrapage reste possible. Et il arrive aussi que des gens fournissent toute leur vie de mauvaises performances, tout simplement parce que leurs capacités ont été sous-exploitées et que leur intelligence n'a jamais été reconnue. Dans ce cas, je pense que quel que soit l'âge de ces personnes, si elles reçoivent l'encouragement nécessaire, elles peuvent encore déployer tout leur potentiel. Le problème, c'est que lorsqu'on doit travailler et gagner sa vie, il est difficile de se dire qu'on va retourner à l'école passé l'âge de 40 ans, parce qu'on a d'autres obligations. Mais si ces personnes recevaient l'aide nécessaire, par exemple pour passer leur bac, je suis persuadée qu'elles seraient capables, même à un âge avancé, de déployer l'intégralité de leur potentiel. Qu'en est-il de la sollicitation excessive? Je pense surtout à ce qu'on appelle les parents hélicoptères, qui considèrent leurs enfants comme des projets. On ne peut pas devenir plus intelligent que ce qui est inscrit dans nos gènes. Lorsque des enfants qui ne possèdent pas un potentiel intellectuel leur permettant de devenir surdoués reçoivent trop de sollicitations qui ne leur sont pas adaptées, cela fait plus de mal que de bien. Comment ça? Parce qu'ils développent un manque de confiance en eux. Ils ont constamment le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Il y a certainement un tas de choses qu'ils pourraient mieux faire, mais au lieu de ça, on les oblige à apprendre le chinois ou à jouer d'un instrument pour lequel ils n'ont aucune disposition.
Les parents aisés pensent souvent être les architectes du cerveau de leurs enfants. Mais ça ne marche pas comme ça. Nous avons vu que l'on peut développer l'intelligence. Est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens? Peut-on devenir moins intelligent? En réalité, il n'y a pas plus facile. L'abus d'alcool et de drogue peut faire chuter le quotient intellectuel en très peu de temps. L'entraînement cérébral peut-il permettre d'augmenter les performances intellectuelles? En aucun cas. De très nombreuses études montrent aujourd'hui qu'on peut s'améliorer dans l'entraînement cérébral, tout comme dans n'importe quelle discipline que l'on travaille régulièrement. En revanche, cela n'a aucun impact sur les tests d'intelligence. Il y a également un énorme débat autour des jeux vidéo et des smartphones. Est-ce qu'un usage intensif peut faire chuter le QI? Oui, je le pense, surtout lorsqu'on se contente de jouer à des jeux primaires, où il suffit de réagir à des stimuli. D'une part, on n'a plus le temps de s'informer sur ce qui nous entoure et de se consacrer à des domaines intéressants, ce sont des activités très chronophages. Et d'autre part, elles ne sollicitent pas assez la réflexion. On n'utilise pas suffisamment son cerveau, parce qu'on se concentre exclusivement sur les stimuli. Merci Madame Stern. Merci. L'hérédité et l'environnement contribuent donc à déterminer notre intelligence. Et des scientifiques de Göttingen ont peut-être trouvé un moyen particulier d'augmenter nos capacités intellectuelles. À l'université de Göttingen, les scientifiques tentent de répondre à une question captivante. À quel point l'environnement influe-t-il sur l'intelligence? Leur spécialité? Une branche bien particulière de la biologie, l'épigénétique. Ils espèrent ainsi découvrir quelles conditions environnementales agissent sur l'activité des gènes. L'épigénétique démontre que l'hérédité et l'environnement interagissent de manière complexe. En fonction de l'environnement, des portions isolées d'ADN sont activées ou inhibées. Des marqueurs chimiques du matériel génétique définissent ensuite si les gènes sont lisibles ou pas. Des facteurs environnementaux tels que le stress, l'isolement, la peur ou la malnutrition peuvent modifier la façon dont les gènes se comportent. Mais quel est l'impact sur notre intelligence? Nos performances cognitives dépendent évidemment des gènes que nous possédons. Mais il semble que la façon dont ces gènes sont régulés soit bien plus importante encore. Tout dépend de quand, comment et avec quelle force ils sont activés. Une bonne mémoire trahit une certaine intelligence. Les scientifiques se sont donc lancés dans des expériences sur la mémoire des souris. Un test de QI pour rongeurs en quelque sorte. Les souris sont-elles capables de se souvenir de différents objets? Combien de temps vont-elles renifler de nouveaux objets avant de s'en désintéresser? Détail qui a son importance, ces souris sont des clones. Du point de vue génétique, elles sont rigoureusement identiques, tout comme des jumeaux issus du même œuf. Les chercheurs ont en outre veillé à ce que les rongeurs grandissent dans les mêmes conditions. Ils ne présentent donc aucune différence en termes de capacité d'apprentissage. Les souris s'habituent aux objets nouveaux à la même vitesse. Deuxième étape, les scientifiques modifient l'environnement des souris. Un groupe reçoit la possibilité de pratiquer une activité physique. Ces souris courent dans une roue, tandis que les autres restent inactives. Le résultat est bluffant. Les souris sportives sont plus performantes que leurs congénères inactives lors des exercices de mémoire. Elles reconnaissent plus facilement les objets. L'explication se trouve ici, dans l'hippocampe des rongeurs. Il s'agit de la partie du cerveau où se trouvent les structures les plus anciennes en termes d'évolution. Les 22 souris génétiquement identiques de l'étude ne se différencient que par leurs habitudes sportives. Les quelques 700 gènes responsables du stockage des informations, ici en rouge, ont été plus actifs chez les rongeurs athlétiques. On constate que l'entraînement physique et mental renforce les performances cognitives. Cela est lié aux gènes, bien sûr, mais pas de la façon dont on pourrait se l'imaginer. Les rongeurs ont en effet tous le même génome. Toute la différence est donc dans la façon dont ce génome est utilisé. Quels gènes sont ou ne sont pas activés à tel ou tel moment. En clair, plus les souris sont sportives, plus elles apprennent efficacement.
En outre, la façon dont les gènes agissent sur les fonctions intellectuelles et le comportement est très variable. Les souris ne sont certes pas des êtres humains, mais une chose est sûre, l'intelligence peut être influencée par certains facteurs, notamment le sport. Je le savais. Le sport rend intelligent. Tout du moins est-il bon pour le corps et pour l'esprit. En tout cas, bouger ne peut pas faire de mal. Allez, exceptionnellement, je vais courir un peu avec Dirt. Très bonne idée. Partons à la rencontre de nouvelles découvertes. Sur ce, n'oubliez pas de rester actifs. Et restez curieux. Au revoir.